Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat, avec aujourd'hui deux regards sur un même phénomène, celui de l'esclavage. Je vous présente immédiatement nos invités. Je vais manipuler avec précaution leurs livres qui sont lourds. Paulin Ismard, vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Aix-Marseille et vous dirigez une somme consacrée précisément au monde de l'esclavage. C'est aux éditions du Seuil, mais c'est avec le soutien de notre partenaire, le Centre national du livre. Et à côté de vous, Timothée de Fontbelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier et vous publiez une trilogie, mais alors aujourd'hui, ce sont les deux premiers tomes qui sont disponibles chez les libraires. Elle est destinée aux plus jeunes et aux plus âgés aussi. Cela s'intitule Alma, c'est l'histoire d'une petite fille plongée dans ces mondes de l'esclavage. Timothée de Fontbelle, comment vous est venue l'envie, le souhait d'écrire sur ce thème ? De l'enfance. Mon héroïne a 13 ans, mes premiers lecteurs peuvent avoir 12-13 ans, et en fait, ça vient de l'enfant que j'étais à 13 ans, parce que j'ai vécu 2 années en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on est parti pendant les vacances de la petite saison des pluies, à l'automne. On est parti avec mes parents découvrir les forts de la côte du Ghana. Donc c'était il y a 35 ans presque. Et ces forts étaient à l'abandon. C'est l'endroit où on triait les esclaves, où on les rassemblait venant de bien loin dans l'intérieur des terres. Et j'ai eu un choc de la découverte, d'ailleurs, presque en même temps, de l'esclavage et de ces lieux complètement à l'abandon, avec la mer qui venait lécher ces forts blancs posés. Il y en a des dizaines sur toute la côte. Et j'écrivais déjà des histoires et j'ai su que un jour je raconterais ça. D'ailleurs, je crois que je m'y suis mis en revenant. Mais donc 30 ans ont passé et c'est seulement maintenant que je l'écris. Et entre-temps, je me suis mis à écrire des histoires pour les enfants et j'ai toujours repoussé ce projet. Parce que c'est un livre très impressionnant, c'est une somme de travail inouïe, donc j'imagine qu'on ne peut pas se lancer dans une telle entreprise en premier. C'est exactement ça. Je crois que j'attendais d'abord que de ne pas embarquer que les convaincus, embarquer aussi mes lecteurs qui ont lu mes romans. J'ai écrit une histoire sur un héros qui s'appelle Toby Lollness, une petite humanité dans un arbre-monde, une autre grande saga dans la première moitié du XXe siècle. Et de confiance, je crois qu'ils vont... Voilà, ils me suivent sans se dire qu'ils sont ni très preneurs d'histoires sombres malgré tout et de la gravité de ce sujet, mais ils se disent qu'ils vont être sur mon épaule et que je vais les emmener quelque part. Alors, pour dire en quelques mots, donc Alma, c'est une petite fille asservie. Elle est capturée avec une partie de sa famille dans un lieu qui est un lieu paradisiaque. Une création de votre part, Timothée de Fontbelle. Comment fait-on pour mêler des éléments qui sont des éléments romanesques avec une structure qui est bien évidemment historiquement exacte? Alors on se plonge d'abord dans le travail de ce genre de personnes, Paulin Ismard et quelques autres. On va entendre ce genre de personnes. On se plonge dans la connaissance extraordinaire et en grand progrès ces 20 dernières années autour de l'esclavage, pour en savoir beaucoup trop, parce que moi, je ne fais pas un exposé d'histoire à mes jeunes lecteurs, mais je veux que le monde que je décris, et dans lequel circulent mes personnages, soit un monde le plus exact possible. Et donc, je lis beaucoup trop, 200 bouquins entassés dans mon petit atelier, là où j'écris, et puis... je me dis qu'il y a quelque chose en commun entre mes personnages et moi aujourd'hui. C'est-à-dire, j'essaye de tendre des ponts pour voir aussi ce monde commun qui fait que je peux être de plein pied avec eux et pas simplement de parler de quelque chose de lointain et de hors sol.
Paulin Ismar, vous avez donc eu la lourde tâche de diriger cette somme qui est très impressionnante. On y apprend plein de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses dans votre livre. Je ne connaissais pas en détail justement ces mondes de l'esclavage. Et d'abord, la première chose que j'ai eu l'occasion d'apprendre dans cette histoire, c'est en fait à la fois les 1000 manières de réduire en esclavage les individus, et puis finalement cette distinction qu'on peut faire entre les sociétés à esclaves et les sociétés esclavagistes. Je propose d'ailleurs de nous dire en quoi cette distinction consiste. Ce qui est certain, c'est qu'un nombre considérable de sociétés dans l'histoire ont recouru à l'esclavage. Mais cette distinction, elle garde sa force, disons, pour les historiens, parce que, disons, que des sociétés à esclaves, c'est des sociétés qui recourent de façon plus ou moins marginale au travail des esclaves. Et évidemment, les sociétés à esclaves sont immensément nombreuses dans l'histoire de l'humanité. On a même presque l'impression, en vous lisant, que toutes les sociétés, depuis des temps extrêmement reculés, ont eu recours à des esclaves. Bien sûr. Alors après, se pose la question de la définition même de l'esclavage. Puisque, pour le dire un peu vite, il y a deux grandes définitions. Une première définition qui insiste sur le droit de propriété, c'est la propriété qu'exerce un maître sur son esclave. Et une deuxième définition qui insiste plutôt sur les éléments de désocialisation, de dépersonnalisation de l'esclave, qui exclut des liens de parenté, de la communauté religieuse. Et ces deux définitions qui sont quand même très sensiblement différentes et qui sont plus ou moins opératoires dans les différentes sociétés qu'on peut étudier. Mais alors, des sociétés esclavagistes, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est des sociétés qui vraiment placent l'institution esclavagiste au centre de leur fonctionnement. C'est-à-dire où l'esclavage imprègne l'ensemble des dimensions de la vie civique. Et ces sociétés esclavagistes, elles ne sont pas si nombreuses que ça, en réalité, au fil de l'histoire. Pendant longtemps, on pensait qu'il s'agissait seulement des sociétés de la Méditerranée gréco-romaine, la Grèce, Rome, et des sociétés des Amériques. En réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses que ça. Le califat de Sokoto au XIXe siècle, autour du lac Tchad, la Corée du XVIIIe siècle, le califat abbasside, peuvent être qualifiés de sociétés esclavagistes. Donc voilà, c'est une distinction évidemment capitale. Timothée de Fontbelle, l'histoire d'Alma, donc cette petite fille qui est confrontée dans sa chair au drame de l'esclavage, comment l'avez-vous peinte? Quels sont ses traits de caractère? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, j'ai tourné autour de ce personnage pendant très très longtemps, parce que j'avais un problème qui est lié à ce statut de l'esclave, qui est d'être un objet, meuble, comme on le disait, et donc forcément ballotté par le vent de l'histoire, par les propriétés successives. Et comment faire une héroïne d'un tel personnage? Et il y a une sorte de révélation, je me souviens très précisément du jour où j'écrivais ça, où tout à coup, je l'ai fait dans une petite pirogue sur la côte de l'Or, là, remonter vers le bateau, vers le navire, avec ramer et grimper d'elle-même dans le bateau. Et tout à coup, elle se retrouvait embarquée par elle-même, et donc spectatrice aussi, et pas simplement objet de cette traite, et ça changeait tout. Et moi, c'est ce que je veux raconter, c'est-à-dire je veux raconter les millions, les dizaines de millions de héros qu'il y a derrière cette histoire. Je veux prendre cette petite distance qui est de pas simplement raconter le parcours typique de l'esclave, mais le plus bel hommage qu'on peut faire à cette mémoire, pour moi, c'est d'y mettre l'imaginaire dont étaient pétries ces victimes, de mettre de motoriser cet imaginaire-là. Et sa personnalité, c'est le roman d'aventure, d'initiation, c'est forcément la petite fabrique du héros. Donc au début, elle n'est pas du tout une héroïne. Et je vais, en 1200 pages à la fin du 3e tome, je vais en faire quand même une héroïne. Mais j'essaie qu'elle soit... Je l'écris au présent, ce livre. C'est la première fois que j'écris normalement au passé, parce que c'est beau, le passé simple, qui est tout de suite ronflant. Et je l'ai écrit au présent de l'indicatif, mais c'est glacial, le présent. J'essaie de réchauffer ce présent, mais je voulais ne pas mettre de distance. Je voulais pas qu'il y ait la beauté artificielle du récit du XVIIIe
XVIIIe siècle. Mais quand vous êtes lancé dans cette entreprise, vous saviez où est-ce que vous vouliez aller? Oui, je suis plutôt un bâtisseur. Mon père était architecte et je fais comme ça. C'est-à-dire, je jette de l'autre côté. D'ailleurs, il travaillait sur un pont en Côte d'Ivoire, tout à coup, je pense. Et je jette de l'autre côté, sur l'autre rive, les piles qui accueilleront la suite du pont. Donc, j'ai ma dernière scène de mon 3e tome. Ah oui. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'en savoir trop. J'ai un copain, Jean-Philippe Arovigno, qui écrit aussi pour la jeunesse, qui dit qu'il y a ceux qui avancent à la lanterne et ceux qui avancent à la lampe de poche. Moi, je suis plutôt à la lampe de poche. C'est-à-dire, j'éclaire pas juste le cercle autour de moi, j'éclaire mais pour me rassurer. De même que je lis trop et j'en sais trop, j'en apprends trop pour me rassurer, pour être en 3D dans l'univers que je décris. Paulin Ismar, Timothée de Fontbelle a dit que l'esclave était un bien meuble. Alors, vous évoquez les différents statuts. On l'a dit, c'est une histoire sur le temps très long de l'esclavage. Vous évoquez aussi les contradictions, par exemple, les contradictions des Lumières sur la question de l'esclavage. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, c'est que il y a un discours très dénonciateur à l'égard des Lumières et de la position des auteurs des Lumières sur l'esclavage. En réalité, quand on entre dans les textes, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, que la plupart des auteurs des Lumières étaient hostiles à l'institution esclavagiste, ce qui ne veut pas dire être abolitionniste. On peut être anti-esclavagiste sans, en fait, penser la possibilité de l'abolitionnisme. Il n'en est pas moins vrai que des grands marchands d'esclaves, des gens qui soutenaient l'institution esclavagiste étaient aussi imprégnés de l'esprit des Lumières. Donc là, on est vraiment dans la contradiction, disons, du XVIIIe siècle européen. Et on réfléchit dans le livre à ce lien très, très compliqué qu'entretiennent les Lumières avec la question de l'esclavage. On voit bien comment tout au cours du XVIIIe siècle, leur pensée évolue avant que la possibilité de l'abolitionnisme prenne forme vraiment à la fin du XVIIIe siècle. Mais alors, cette pensée, elle évolue. Est-ce que ça veut dire que finalement, l'esclavage, à partir du moment où le monde devient laïque, cesse d'être quelque chose d'admis, parce que l'autre paradoxe, c'est que les esclaves convertis au christianisme, normalement, devraient être émancipés. Bien sûr, et c'est d'une certaine façon quelque chose, je pense, de très important dans l'histoire de l'Église ou l'histoire du christianisme dans le très long terme, si on s'en tient à l'Occident, parce qu'on parle aussi évidemment de la question de l'esclavage en terre d'islam, la question des... Bon, mais c'est quand même, qu'est-ce que ça veut dire de baptiser des individus que pourtant on considère être des esclaves? Non, mais c'est une question en fait très très grave dans l'histoire même du christianisme. Et de ce point de vue-là, l'esclavage a sans doute participé à une forme de sécularisation des sociétés européennes, parce qu'il y a quelque chose ici qui est en réalité un vrai problème par rapport au dogme chrétien. Et alors, l'autre aspect que vous évoquiez tout à l'heure, l'esclavage a bien entendu existé en terre d'islam. Est-ce que ça signifie qu'on peut faire une équivalence? Je ne sais pas si ça a un sens pour un historien de faire une équivalence entre, par exemple, ce qui a été perpétré donc, par les Occidentaux, le commerce triangulaire, et ce qui a été fait par des pays musulmans. Une équivalence, non, mais comparer, ça a du sens. Et notre livre est à la fois une histoire mondiale de l'esclavage et une histoire comparée des sociétés esclavagistes ou des sociétés qui ont pratiqué l'esclavage. Ce qui est compliqué dans ce débat, c'est que on parle de traite arabo-musulmane en faisant un concept en fait qui est problématique parce que on parle de choses assez différentes. Il y a la traite transsaharienne, il y a la traite qui passe par l'océan Indien, et tout ça sur une durée très très longue, environ 10-11 siècles. Bon, et donc chosifier comme ça la traite arabo-musulmane, c'est un problème. Mais il s'agit évidemment à aucun moment d'en diminuer l'ampleur ou d'en diminuer le crime que ça représente. Mais c'est des traites qui ont des formes quand même assez différentes de la traite transatlantique, qui est beaucoup plus courte dans le temps et plus intense aussi dans les flux d'hommes, de déportation que ça représente. Vos deux livres sont tout à fait enthousiasmants, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi ce qu'a écrit l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Cet invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est tout simplement Bernardin de Saint-Pierre, un ouvrage classique du XVIIIe. Paul et Virginie, peut-être Paulin Ismar pourrait-il nous le présenter? C'est un roman qui a... comment dire, fait pleurer une partie de l'Europe de la fin du XVIIIe siècle sur la condition des esclaves. Et c'est en même temps évidemment une bleuette exotique
parfois qu'on a un peu de mal à lire aujourd'hui ou qui nous semble un peu suranné, mais au centre de l'action, il y a quand même, c'est le point de départ de l'action, le sort terrible réservé à une esclave dans l'Île-de-France. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Bernardin de Saint-Pierre écrit Paul et Virginie après avoir écrit cette relation de voyage qu'est le voyage en Île-de-France, qui est vraiment un texte très puissant des années 1770, dans lequel il dénonce la condition des esclaves à l'Île-de-France. Et donc on peut dire qu'on a une sensibilité qui est déjà une sensibilité moderne. Oui, tout à fait. Et dans la sensibilité abolitionniste, Paul et Virginie va jouer un rôle important au fin 18e, début du 19e siècle. Mais en même temps, il y a deux registres différents. C'est-à-dire que le voyage à l'Île-de-France est vraiment un texte de dénonciation, comme le XVIIIe siècle en a produit finalement peu, au sujet de l'institution esclavagiste, et qui prend évidemment une forme un peu différente dans le cadre du roman qu'est Paul et Virginie. Mais Bernardin de Saint-Pierre, typiquement, est un anti-esclavagiste qui n'est pas un abolitionniste à proprement parler. Alors que lorsqu'on écrit aujourd'hui Timothée de Fontbelle, la question donc c'est de faire comprendre à des enfants comment d'autres hommes ont pu réduire en esclavage des êtres humains. Oui, comment ça a été quand même... voilà, toute l'Europe était irriguée. C'est pas 4 villes en France, Liverpool en Angleterre et quelques autres villes. C'est jusqu'au bout, remontant les fleuves, l'argent de la traite, aller chercher du blé, je sais pas où, en Lorraine, ou pour faire des biscuits pour la route, ou des toiles dans toute l'Europe. Donc c'est vraiment se rendre compte que comment ça marche, comment c'est accepté. Je suis très intéressé. Il y a un chapitre sur les monothéismes, vous en parliez tout à l'heure, sur effectivement, par quelle acrobatie, sinon l'évangélisation de l'Afrique, mais par quelle acrobatie, comment on peut rendre tolérable cet esclavage, et ce qui a été le cas jusque la fin du 19e siècle. C'est quand même très impressionnant. Justement, quand on voit cette succession, je vais vous poser une question, généralement ça ne plaît pas du tout aux historiens quand on leur pose ce genre de questions, mais on voit que avec la question du monothéisme, puis des Lumières, puis de l'abolitionnisme, la fin était inéluctable a priori. Est-ce que pour vous, ça a un sens de dire ça? Est-ce que on s'aperçoit qu'il y a véritablement un continuum qui fait qu'il était difficile à partir du 19e siècle d'envisager l'esclavage comme étant une manière d'avoir des rapports avec d'autres êtres humains? Disons qu'il y a une économie morale et politique de l'Europe qui évidemment est totalement transformée par les révolutions, la Révolution française puis les révolutions industrielles. Bon. Donc le discours sur l'esclavage change, mais ce qui est très important, et c'est ce que disait Timothée à l'instant, c'est en même temps de ne pas considérer comme un peu l'abolitionnisme à partir de 1848 a voulu nous le faire croire, que l'esclavage est un archaïsme, un reliquat des âges obscurs. Et on voit très bien qu'en particulier aux États-Unis, dans la première moitié du 19e siècle, c'est une économie qui est efficace, dynamique, qui épouse en fait les grandes tendances du capitalisme naissant au cours du 19e siècle. Et il a fallu une guerre aux États-Unis pour y mettre fin. Donc il n'y avait pas de disparition, disons, la guerre de sécession. Il n'y avait pas de disparition inéluctable. C'était d'une façon un système qui fonctionnait, qui avait prouvé son efficacité sur le plan économique, aussi détestable. Paraissait-il, par ailleurs. Et alors, puisqu'on parle des États-Unis, Timothée de Fontbelle, là, on est à l'époque présente, et il y avait eu tout d'abord quelques préventions de la part de votre éditeur pour traduire ce livre, parce que vous écrivez sur l'esclavage et vous n'êtes pas noir, vous êtes blanc. Oui, effectivement, dans mon éditeur habituel, anglais et américain, voilà, ils ont décidé de ne pas le publier en m'expliquant bien que c'était la raison. Donc c'était assez impressionnant, parce que voilà, il y a une grande fidélité. Ils ont traduit la totalité de mes livres, et puis surtout ils me disaient qu'ils aimaient profondément ce livre, mais c'est
pas non plus, je suis victime de rien du tout là-dedans. C'est quelque chose qui est dommage. Et un autre éditeur, un éditeur européen d'ailleurs, un éditeur italien, l'éditeur de Elena Ferrante, qui s'appelle Europa, mais qui a ses filiales américaines et anglaises, a décidé de le publier. Donc il va paraître en anglais. Et je suis très curieux de comment il va être accueilli. En tout cas, je ne peux pas me dire que la fréquentation de ce monde-là, à hauteur d'enfant, pendant 3 volumes et pendant quelques semaines de lecture pour un jeune lecteur, moi je pense que c'est la connaissance. On parle beaucoup des débats autour de l'esclavage, des conflits qu'il peut y avoir. Je pense que d'abord, et c'est ça ce que fait cette somme-là sur l'esclavage que dirige Paulin Ismard, c'est donner la connaissance sur le sujet, donner la connaissance, savoir qu'est-ce qui se passe dans un champ de canne à sucre exactement, quels sont les gestes, de quoi se nourrissent, quel est le problème de la faim dans les plantations, la faim on mourrait de faim dans certaines plantations, se rendre compte, voilà, il faut pouvoir décrire pour ensuite débattre, parce que c'est un sujet philosophique gigantesque. Qu'est-ce qui reste à découvrir, Paulin Ismard, dans ce champ qui est aujourd'hui un champ sur lequel travaillent les historiens? Qu'est-ce qui est... énormément de choses, dans la très très longue durée, puisqu'on part de la préhistoire jusqu'au présent. À propos de telle ou telle société, il y a évidemment beaucoup de choses à découvrir, mais je dirais que le plus important, c'est surtout, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de placer la question de l'esclavage au centre de nos représentations traditionnelles des grandes scansions de l'histoire humaine, et bien montrer à quel point les sociétés, nos sociétés, ont été fabriquées et construites aussi par les systèmes esclavagistes. C'est-à-dire ne pas en faire... Donnez-nous des exemples, justement. Par exemple, on ne peut pas... faire l'histoire de la sexualité moderne sans interroger ce que l'esclavage fait à la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité dans une société esclavagiste est tout à fait particulière, tout simplement parce que l'exploitation des femmes, des corps féminins, est au cœur de l'exploitation esclavagiste. Et la séparation entre la sexualité et la conjugalité est beaucoup plus importante dans les sociétés esclavagistes que dans d'autres sociétés. On le voit très bien dans les sociétés métropolitaines de la France du XVIIIe siècle. Le fonctionnement de ce point de vue-là est tout à fait différent des sociétés coloniales. Ce qui serait important, de toute façon, c'est qu'on puisse réécrire l'histoire de la sexualité. Je prends cet exemple, oui. en prenant en compte ce que cette longue histoire de l'esclavage a fait aussi à la sexualité. Mais c'est pareil, je pense par exemple au corps. Une histoire du corps qui ne prend pas en charge ce que ça a représenté que de posséder des êtres réduits à l'état de corps et identifiés à des biens meubles, c'est un problème. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. C'est plutôt l'idée d'intégrer à la grande histoire la question de l'esclavage, et pas en faire une histoire marginale ou cantonnée à un champ particulier. Le 2e tome de votre trilogie vient de paraître, Timothée de Fontbelle. Donc, alors, le 3e tome, il est en partie écrit. Il est vraiment, heureusement. Malheureusement, le livre de Paulin Ismard arrive beaucoup trop tard pour moi, parce que je termine le 3 et je ne vais même pas pouvoir m'en servir. Et donc, oui, je suis dans l'écriture de la fin du tome 3. Et alors, évidemment, il ne s'agit pas de nous dévoiler cela, mais comment pensez-vous, justement... Alors, en fait... le 3e tome, c'est quand même les libérations, disons. Le titre sera la liberté, Alma, la liberté, après l'enchanteuse et le vent se lève. Et la libération, le tome 2 s'arrête en juin 1789. Donc vraiment, on a des personnages qui sont d'ailleurs à ce moment-là en Angleterre et en France. Parce que je parle aussi beaucoup du thème de l'abolition, des premiers combats de l'abolition. Il y a un personnage d'ailleurs de Thomas Clarkson, qui est un personnage réel, qui fait partie, que j'ai mis dans ma galerie de personnages imaginaires. Et donc il va y avoir à la fois la Révolution française, les fausses abolitions permanentes qu'il va y avoir pendant des décennies, des abolitions qui ne tiennent pas la route, et puis surtout la révolte
et de Saint-Domingue, la libération des esclaves par eux-mêmes. C'est ça. Donc c'est pour le deuxième tome. Le troisième tome ira de juillet 1789 jusqu'à 1792, 1793, et énormément autour de Saint-Domingue. L'actuel Saint-Domingue, Haïti, est pas visitable en ce moment, et ça me fend le cœur. J'ai des projets de voyage depuis des années, et on me dit vraiment qu'il faut pas que j'y aille, mais c'est le territoire que j'ai choisi pour raconter cette histoire. On retrouve le tome 2 donc d'Alma l'Enchanteuse. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, Timothée de Fontbelle. Paulin Ismar, votre somme, la somme que vous avez dirigée, Les mondes de l'esclavage, c'est aux éditions du Seuil. Et puis, c'est avec le soutien de notre partenaire, le Centre national du livre. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.